Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Vous êtes un peu plus d'une soixantaine et les inscrits sont en train de rentrer, si vous voulez, dans la session. Ça prend toujours quelques minutes. J'ai l'honneur et la joie d'inviter ce soir Joanna Lemanska, qui est aussi connue sur Instagram sous le nom de code Miss Schoolpix et qui a un regard, je trouve, assez rafraîchissant sur la photographie et sa capacité à capturer des instants de vie particuliers. Et c'est ce qu'elle va nous montrer. Donc je vais lui laisser la place. Avant ça, je vous explique très rapidement comment fonctionne l'interface. Vous avez un petit outil de chat. Vous pouvez aussi poser des questions. Si vous posez des questions pendant la présentation de Joanna, elle ne va pas y répondre, c'est normal. Mais par contre, moi, je vais les noter. Je suis le modérateur et je vais disparaître dans quelques instants. Et à la fin de sa présentation, je ferai juste 2 minutes sur des conseils pour le calibrage d'écran. Et ensuite, on passera à la session questions-réponses. Et là, on utilisera les questions que vous nous auriez posées pendant la présentation, ainsi que les nouvelles questions qui seront euh, proposées par les personnes. On va faire un petit webinaire qui est un peu interactif. Vous aurez l'occasion de temps en temps de participer à des sondages, etc. Donc regardez bien ce qui se passe sur l'écran, vous verrez, on fera appel à vous. Et je laisse la parole à Joanna. Vas-y. Merci beaucoup pour cette petite présentation et bienvenue à tous à mon deuxième webinaire avec BenQ. Donc voilà, je m'appelle Joanna Lemanska, je suis photographe autodidacte basée à Paris et mon aventure avec la photo a commencé il y a à peu près une dizaine d'années lorsque j'ai commencé à photographier l'architecture à Paris dans un premier temps avec un tout petit appareil photo compact. Tout a coïncidé avec le début d'Instagram ainsi que l'achat de mon premier iPhone, qui est très rapidement devenu vraiment mon outil préféré pour prendre des photos. Et à vrai dire, le smartphone et le développement des réseaux sociaux qui ont stimulé toutes les activités liées à la photo m'ont vraiment permis de percer en tant que photographe professionnel. En ce moment, je suis probablement surtout connue sur Instagram pour mes photos de voyage et les photos de rue. Alors, depuis quelques années, capturer des moments de la vie urbaine est définitivement au centre de mes intérêts et ce sera le sujet de ce webinaire. Alors, j'éteins la webcam et je vais lancer notre webinaire. Alors, capturer l'instant en 3 photos, de la prise de vue à la retouche. Alors, donc déjà pour commencer, je vous propose voilà, de faire cette petite partie interactive. Il y a un petit quiz qui est préparé pour vous et ça serait pour savoir dans un premier temps quel appareil photo utilisez-vous le plus souvent. Voilà, quel est votre outil préféré pour prendre des photos. Alors voilà, c'est parti pour ce petit quiz. Donc Voilà, voilà, est-ce donc que c'est un le quiz s'affiche smartphone? Oui. et les personnes participent. Et je ne sais pas si tu as le résultat, mais on voit aussi le pourcentage des personnes qui ont voté. C'est bien, il faut s'entraîner. Il y a un bien meilleur taux de participation que dimanche dernier. On va encore laisser quelques secondes. Oui. Alors prenez votre temps pour donner les réponses, mais pas trop, les résultats vont pas tarder à tomber, je pense. Je suis très curieuse de voir aussi quel est qu'est-ce que vous aimez l'utiliser le plus? Alors, je vais fermer le sondage. Dernière réponse. Allez, c'est bon. Je vais fermer le sondage et je vais publier les résultats. Voilà. Alors,
Donc c'est quand même un bon réflexe pro qui gagne, notre petit sondage. Alors je vous avoue, je suis, très positivement surprise. J'allais plutôt penser que ce serait, un smartphone, qui gagnerait notre sondage alors que non, pas du tout, c'est un réflexe, pro. Mais vraiment, c'est super, ça me donne une petite idée de qui je parle, des personnes qui se cachent, derrière, les écrans, donc c'est hyper intéressant à voir et il y a quand même 6 qui prennent des photos avec un appareil photo argentique. Alors, waouh, vraiment bravo à vous. C'est quelque chose que j'ai jamais eu le courage, de tenter. Eh bien, quant à moi, mon équipement ressemble à ça. Donc voilà, une petite photo qui montre, le matériel que j'utilise le plus souvent pour prendre des photos. Et depuis des années, j'utilise toujours le même boîtier Fujifilm qui est le X-E2 et au fil des ans, j'ai investi, dans plusieurs optiques, mais mon équipement, serait sûrement considéré par beaucoup comme peu impressionnant. Actuellement, je possède 4 optiques Fujifilm, un basique 14-18 mm que vous ne verrez pas sur cette photo-là parce que je m'en sers quasiment plus, du tout, un 23 mm, un 56 et un 10-24 et à partir de là, c'est de loin le 23 et le 56 mm qui sont mes 2 optiques préférées que j'utilise le plus souvent. J'ai également un petit compact, le Ricoh GR2 que vous pouvez voir, tout en bas, à gauche, sur la photo et vraiment pour moi, c'est un outil parfait pour pratiquer de la street photo. Il est discret, extrêmement polyvalent et il offre une belle qualité des images ainsi que quelques réglages inédits et vraiment c'est un compagnon excellent lors de mes balades en ville. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas passée à l'appareil réflexe plein format ou encore plein format sans miroir. Donc, il se peut qu'il y en a parmi vous qui utilisent un matériel considéré bien plus avancé et professionnel que mes petits boîtiers. Mon Fujifilm, même si doté juste d'un capteur APS-C, n'a jamais déçu ni moi ni mes clients. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je trouve que l'équipement est beaucoup moins important que la plupart des gens, photographes ou pas, hein, ne le pensent. Et en réalité, aucune quantité d'équipement ou d'ailleurs de post-traitement ne transformera jamais une photo médiocre hein, en une bonne. Alors, une fois que le choix du matériel est fait, voilà, que ce soit un bon réflexe ou un petit son miroir, il est donc le temps de se motiver et de sortir pour faire une balade photo. Alors pour moi, le vrai travail commence à ce moment-là et beaucoup dépend de cette motivation qu'on a pour errer dans la ville en recherche des scènes de vie et des occasions pour capturer quelque chose d'exceptionnel. Alors, comment s'y prendre? Il est assez difficile de faire de la photographie de rue si vous êtes inquiet de la réaction des gens. Et l'idéal, est de travailler dessus le plus souvent possible en sortant et en vous habituant à photographier les gens, au début de loin et toujours en essayant de vous rapprocher un peu plus. Alors certains jours, on n'accomplit rien, mais la pratique elle-même est extrêmement importante. Alors il faut vraiment pas se décourager, il faut pas avoir peur et s'il le faut, il faut tout simplement recommencer à 0, et s'y mettre comme ça. Alors si vous n'avez pas envie que les gens vous voient prendre des photos d'eux, vous pouvez essayer, différentes façons de tenir votre appareil photo et cela rendra l'ensemble du processus, tout simplement moins visible. Alors, essayez par exemple de le tenir au niveau de la poitrine ou même plus bas et rappelez-vous que vous n'avez pas toujours besoin de le porter à vos yeux. C'est le cas de ces 2 photos que vous pouvez voir, sur votre écran. Donc les 2 couples, vraiment j'ai même pas regardé dans le viseur. Le boîtier, il était à la hauteur de ma poitrine. J'ai essayé de cadrer au mieux. Il y avait plusieurs photos qui étaient ratées, mais parmi tous les ratés, voilà, j'ai quand même réussi à trouver, des prises dont le cadrage était, tout à fait, acceptable.
Et comme ça, au début, il peut y avoir pas mal de problèmes avec le cadrage, mais plus vous vous entraînerez, eh bien, mieux vous sentirez la caméra et le cadrage s'améliorera également. Alors, la recherche d'un sujet est également une partie extrêmement importante de l'ensemble du processus. Visage, vêtements, silhouette, couleur, un vélo ou une belle lumière, tout ce qui vous frappe peut être un bon point de départ. Alors, essayez de prêter plus d'attention aux gens qui vous entourent, à leur façon de marcher, de s'habiller. Vraiment, tout peut constituer un bon sujet pour une photo. La clé, pour moi, c'est de garder les yeux bien ouverts et de ne pas hésiter à sortir un appareil photo quand une occasion se présente. Une des méthodes les plus simples consiste à repérer un certain type de sujet, comme par exemple les couples, comme vous pouvez voir sur cette photo-là, ou bien plusieurs personnes qui sont habillées de la même façon, comme sur les photos suivantes, ou encore des groupes de personnes qui font la même chose, comme sur ces photos-là, ou bien sur la photo suivante qui montre encore une fois un groupe de personnes qui sont tous en train d'être assis, prendre des verres, regarder le paysage urbain parisien. Donc ce sont vraiment des bons points de départ pour trouver un sujet intéressant. Alors, il est également possible de trouver un personnage intéressant et de le prendre en portrait. Heu, Personnellement, je trouve que ça reste une technique la plus difficile et qui nécessite pas mal d'entraînement, mais les résultats peuvent être vraiment, sympas. Ça peut vraiment valoir le coup de capturer, voilà, l'expression, du visage, une scène de vie, prise vraiment de très près. Donc c'est décidément quelque chose à quoi, ça vaut le coup, de s'entraîner. Une autre bonne méthode consiste à trouver d'abord un cadre intéressant et ensuite de patienter. Au bout d'un moment, il y aura très probablement quelque chose d'intéressant qui va survenir. En plus, cette technique permet de travailler davantage un aspect important de la prise de photo qui peut nous éviter du travail en post-production, c'est-à-dire le cadrage et la bonne composition. Après tout, qu'y a-t-il de plus simple que de préparer les réglages de l'appareil en avance, de se positionner et choisir le meilleur cadrage, et ensuite d'attendre tout simplement une occasion se présenter. Chaque fois que vous tombez sur quelque chose qui vous semble intéressant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous arrêter et d'attendre que quelqu'un entre dans la composition pour la compléter. Par quelque chose d'intéressant, j'entends par exemple un arrière-plan inhabituel, des éléments d'architecture ou une belle lumière, comme par exemple dans cette série de photos. Euh, donc, ce sont quelques photos non retouchées et sorties directement de mon appareil photo et qui montrent toutes la même scène. Donc, ce sont les 4 scènes au coucher de soleil, une belle lumière diffuse grâce au brumisateur qu'on peut voir d'ailleurs sur la droite, et les personnes qui cherchent du rafraîchissement. Alors, j'ai eu vraiment tout mon temps pour me positionner, préparer le réglage de mon appareil, tranquillement et faire même, des photos tests en attendant un meilleur sujet se présenter. Et justement, ces 4 photos que vous pouvez voir, sur vos écrans, bah, ce sont juste des photos tests que, j'essayais de faire pour voir ce que ça donne. Est-ce que le cadrage est bon? Est-ce qu'il faut se déplacer un peu? Voilà, donc c'était la préparation. Et puis, l'opportunité n'a pas tardé et au bout d'une, quinzaine de minutes, une fillette est entrée dans mon cadre, constituant ainsi un très beau sujet pour ma photo. Donc voilà, le personnage que j'attendais, pour cette prise. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai pu prendre, plusieurs photos d'elle, bien plus que ce que vous pouvez voir, sur vos écrans. Là, je ne vous montre que 5 photos et je vous propose de sélectionner celle que vous trouvez la plus réussie. Alors regardez s'il vous plaît bien la pose, de la petite fille, comment elle marche, comment elle tient sa tête, comment elle tend ses bras. Réfléchissez bien.
sélectionner la meilleure prise d'après vous en prenant tout cela en compte et notez également le numéro de la photo que vous trouvez la meilleure parce que du coup, juste après, un autre quiz sera lancé et ce sera à vous de faire le travail de sélection et de choisir le meilleur cadre. Alors, quelques instants pour réfléchir, regarder ces 5 photos. Je suis très curieuse de savoir si vous allez voter pour la même que moi, je trouve la meilleure. On va voir ça. Je lance le sondage. Et c'est parti pour le sondage. Très bien. Ça y est, tout le monde a voté. Les résultats vont Tout pas à fait, tarder. j'attends encore quelques instants. Et Alors c'est vrai que les photos, bon, elles sont toutes assez similaires, hein, ces prises. C'est normal. Alors, donc voici les résultats. Ben, je peux voir que les avis étaient assez partagés et c'est la photo numéro 2 qui emporte. C'est pas mal. Je garde ça en mémoire. Alors, je vous avoue, c'était pas la photo que j'aurais sélectionnée. C'était peut-être, oui, ça serait peut-être mon deuxième choix. Mais bah, du coup, c'est sur celle-ci que nous allons travailler un peu plus tard. Et pour l'instant, passons à la deuxième séquence des photos. Alors, la voici. Voilà. Alors, il s'agit là d'une scène que j'ai repérée de loin. Donc, un groupe de pigeons volant autour des cartes postales vendues par un bouquiniste. Alors là, je vous avoue, je tiens beaucoup à ces prises, car en fait, le bouquiniste qui n'était pas loin était convaincu que je le prenais en photo. Et j'avais beau l'assurer que pas du tout, je le prenais pas en photo et il n'était pas du tout dans le cadre. Mais le monsieur était tellement en colère qu'il me menaçait de casser mon appareil photo. Vraiment une situation qui ne m'est jamais arrivée, ni avant, ni après. Et plus tard dans la journée, quand j'ai vu les résultats de cette aventure, eh bien, j'ai pu constater que ça valait vraiment le coup de se faire un peu insulter et d'avoir ces jolies prises. Alors, à nouveau, je vous propose de faire un petit vote, un petit sondage. C'est tout pareil, donc il y a 5 photos, elles sont plus ou moins similaires, là vraiment j'ai pas bougé, j'ai mitraillé, les pigeons qui s'envolaient, qui atterrissaient. Donc à nouveau, sélectionnez celle qui est d'après vous la meilleure, prenez bien en compte le placement des pigeons, comment ils sont disposés et voilà, j'attends à nouveau le résultat de ce petit quiz. Très curieuse si, si pareil, si le choix sera le même que moi j'aurais fait. Alors on va voir. Je pense que peut-être cette fois-ci, c'est plus, peut-être plus évident que pour la première séquence des photos où effectivement il y en avait, pour moi au moins 2 ou 3 hein, qui seraient tout à fait, bonnes, hein, et valides pour les retouches. Alors donc là, effectivement, il y a beaucoup moins de doutes. Donc déjà, personne n'a voté pour la première, c'est normal, elle est bien ratée. Et donc c'est la photo numéro 4 bah, qui gagne le sondage. Écoutez, oui, je ne peux être que d'accord avec ce choix. Et la photo numéro 2, eh bien, vraiment bien vue. C'est la seule entre laquelle j'hésiterais. J'hésiterais parce que c'est vrai que le pigeon qui est au fond, bon, oui, ça peut être assez joli. Si j'avais pas la photo numéro 4, ben, ce serait le choix numéro 2 qui passerait, c'est sûr et certain. Les trois autres, bon, elles sont pas si intéressantes. Ça, c'est sûr et certain. Alors, dans tous les cas,
Donc une fois que vous avez votre cliché, donc le choix, le travail de sélection est fait, eh bien on aura très probablement besoin de faire un peu de retouche. Alors là, il y a plusieurs options, mais finalement, ça se résume à un choix assez simple, c'est-à-dire le choix entre retouche soit sur l'ordinateur, soit sur un smartphone. Et là, pareil, j'aimerais bien savoir, comme c'était dans le cas du matériel, quelles sont vos habitudes et comment aimez-vous le plus retoucher les photos? Est-ce bien sur l'ordinateur, smartphone, tablette ou peut-être encore autre chose? Alors, à nouveau, dites-le moi en répondant à ce petit quiz. Ou peut-être peut-être vous retouchez pas du tout vos photos, eh bien c'est tout à fait valable aussi comme choix. N'hésitez pas à sélectionner ça s'il y en a qui ne retouchent même pas les photos. Alors tout le monde a voté ou pas encore? Presque. Il y a quelques-uns qui Mais je hésitent. partage. Alors, waouh, c'est pas mal, hein. Alors, quasiment tout le monde retouche sur un écran graphique bien calibré, ordinateur, c'est très bien. Eh bien, je vous avoue, ça a l'air de correspondre bien au choix du matériel, où c'était de loin les appareils réflexes qui gagnaient. Eh bien, là, ce sont vraiment les choix des pros. Et finalement, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui retouchent sur smartphone ou tablette. Et il y en a même plus qui préfèrent ne pas retoucher du tout. Je peux comprendre ça. Hem, Quant à moi, eh bien, voici comment je retouche mes photos, à quoi ressemble mon poste de travail. Ah, si j'arrive bien à montrer l'image. En tout cas, voilà, donc la retouche sur smartphone a quand même énormément d'avantages, hein. C'est rapide, intuitif. On peut la faire presque partout. Et en plus, il y a vraiment plein d'applications de retouche photo qui sont vraiment bien faites et qui permettent de faire une post-production quasiment professionnelle. Par contre, bah, ce sont quand même, bah, j'imagine vous partagerez mon avis, les retouches faites sur l'ordinateur restent les plus précises et réfléchies. Rien à voir avec celles, faites sur un petit écran et souvent dans des conditions qui ne permettent pas la concentration. Alors c'est précisément pour cette raison-là que j'ai progressivement arrêté de retoucher les photos sur mon téléphone et maintenant je ne le fais, quasiment plus. Donc à présent, mon espace de travail ressemble, à cela. Donc comme vous pouvez voir, il y a bien un petit MacBook Pro qui me sert de base avec un bon écran, BenQ qui est branché juste à côté pour vraiment bien voir, tous les détails, de tout ce que je fais, de comment je retouche. Et justement, quand vous travaillez sur vos photos, vous devriez vraiment pouvoir voir chaque détail et vous assurer que les couleurs que vous voyez sont des vraies couleurs. Alors, il est vrai que la plupart des nouveaux ordinateurs portables ont déjà de très bons écrans par défaut, et c'est génial et tout à fait suffisant pour éditer correctement. Cependant, si jamais vous avez la possibilité de tester un grand écran en haute définition et bien calibré, eh bien, il se peut que tout comme moi, vous n'aimeriez plus jamais revenir en arrière et un écran comme celui de BenQ de 27 pouces, vraiment m'a seulement rassuré que c'est probablement la façon la plus efficace et la plus satisfaisante, de travailler. Surtout, lorsque la précision des couleurs d'un écran est la caractéristique la plus importante et pour moi, c'est certainement le cas.
Heu, alors certains pourraient penser que tout cela n'est important que pour les photographes qui souhaitent, faire des tirages de leurs photos. Ce n'est pas forcément vrai. Les retouches sur un moniteur de cette qualité signifient que toutes les nuances des couleurs apparaîtront correctement pour chaque personne qui regardera votre photo. Et d'ailleurs, comme nous pourrons le voir ensemble dans quelques instants, hem, ce type de maîtrise de couleur peut s'avérer extrêmement important dans certains types de photos. J'en aurai une comme ça à vous montrer et que nous allons retoucher ensemble. Alors maintenant, pour passer au travail de retouche, regardons ensemble comment identifier les zones de retouche, c'est-à-dire quelles parties, de la photo peuvent ou doivent être, améliorées. Alors là, pour le coup, j'aimerais pouvoir revenir sur la photo que vous avez sélectionnée lors du deuxième sondage, mais je vous avoue, je ne m'attendais pas à ce que ça soit le numéro 2 qui gagne. Du coup, j'ai préparé mes visuels sur cette photo-là, mais plus tard, quand je vais faire des retouches sur Lightroom, je vais bien, le faire sur la photo pour laquelle vous avez voté, d'une façon la plus nombreuse. Quoi qu'il en soit, voilà, les cadrages étaient les mêmes et donc la problématique, de toutes ces prises de vue, elle est tout à fait similaire. Donc sur cette photo-là, on pourra voir comment identifier les zones de retouche et comment s'y prendre. Donc voici, la photo de base telle qu'elle était sortie, de mon appareil photo et voici la première chose qu'à mon avis, il faudrait absolument corriger. Donc il y a 2 éléments qui gênent. Sur la droite, nous avons cette cabane, en bois, une cabine de toilette, je ne sais pas et sur la gauche, une personne, à moitié coupée qui entre dans le cadre. Donc pour moi, c'est plutôt gênant, et je compterais bien m'en débarrasser en recadrant la photo, tout simplement. Comme ça, on ne le verra plus. Ensuite, vous voyez, il y a cette zone-là, juste en dessous, de la petite fille, qui est un peu sombre. Donc je compterais bien l'éclaircir et puis retravailler un peu le contraste et la saturation en espérant que plus, ce sera clair, plus la silhouette de la fille ressortira également et le résultat sera bien plus sympa. Alors ensuite, je trouve que ça serait peut-être une des parties les plus importantes de la retouche. Donc il y a toute cette brume autour du personnage, qui est très intéressante, qui est très belle. Et d'ailleurs, dans ma mémoire, c'était bien plus doré, bien plus saturé. Et c'est exactement ce que je compterais faire sur Lightroom, c'est-à-dire augmenter la saturation, la vibrance de cette zone où on voit la brume pour lui donner un aspect bien plus doré, voilà, comme vraiment le soleil, la lumière du coucher de soleil. Donc j'espère pouvoir faire ça. Ensuite, je vais sans doute ajouter un filtre radial au niveau de la silhouette de la petite fille. Le but étant surtout de travailler cette zone qui est un peu sombre et je vais essayer de la faire ressortir un peu mieux, peut-être voir s'il y a moyen qu'on voit un peu mieux le motif sur sa robe. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait. En tout cas, je pense bien que cette partie-là, elle mérite bien aussi une petite retouche. Et pour finir, eh bien, je vais essayer d'accentuer le bleu et le contraste de cette partie-là. Comme vous pouvez voir sur la photo, le ciel est un peu gris-blond. Je trouve pas ça très joli. Ça pourrait être peut-être un tout petit peu plus bleu tout en gardant le côté naturel. Donc je vais essayer voilà, d'améliorer cette partie-là également. Alors voici la photo du pigeon. Donc cette fois-ci la photo qui a bien gagné, qui a bien gagné le sondage. Et du coup, réfléchissant comment, cette photo-là pourrait être améliorée, là, il y a quand même pas mal de retouches à faire, car globalement parlant, la photo, elle est bien trop sombre et du coup,
Ah oui, je commencerai peut-être avec la correction du niveau et le recadrage également de la photo. On peut voir notamment en arrière-plan, donc le bâtiment qui est certes flou, mais on voit quand même, il y a un petit problème des courbes, des lignes droites. Donc ce serait bien d'essayer de redresser la photo et de recadrer un tout petit peu, pour que voilà, pour que le regard se concentre mieux sur le pigeon et les cartes postales. Mais dans un deuxième temps, ce serait vraiment, le travail sur l'exposition et les ombres de toute l'image. Elle est globalement bien trop sombre, donc je compterais bien éclaircir, l'image, en entier, tout simplement. Ensuite, la partie clairement la plus intéressante, ce sont les cartes postales et le pigeon. Et ces 2 éléments, ils sont, pareils, ils sont trop sombres. On voit pas du tout bien ni le détail, ni les couleurs, des cartes postales, ce qui est bien dommage parce qu'en réalité, c'était des éléments bien colorés, intéressants à voir, assez voilà, créant un ensemble assez pittoresque. Et il en est de même pour le pigeon dont les plumes, bon, il est tout gris, mais en réalité, il a bien plus de couleurs. Donc j'essaierai bien de renforcer les couleurs des plumes, du pigeon aussi. Et finalement, voilà cet arrière-plan qui est gris, qui est un peu triste. Là, le ciel, il était bien nuageux, donc ça serait compliqué, voire impossible de faire ressortir le bleu comme sur la photo avec la petite fille. Mais je pense qu'il est tout à fait possible d'augmenter un peu la saturation, et peut-être de ressortir la couleur de l'eau, la couleur du pont, qui est visible derrière. Et comme ça, l'arrière-plan aurait peut-être l'air un peu moins triste. Voilà. Alors, cette photo-là, par contre, elle ne fera pas l'objet des retouches que je ferai sur Lightroom après. Du coup, je vais vous montrer le résultat final de ces 4 niveaux de retouche dans le visuel suivant. Comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce que ça donne après tout cet éclaircissement de l'image, le travail d'exposition, etc. Alors, cette photo retouchée, elle ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup éclairci toute l'image et il était tout à fait possible de faire même bien ressortir les couleurs des plumes du pigeon, même s'il était tout gris. On peut même voir le violet, le bleu au niveau de sa cou. Donc, voilà, ça devient vraiment sympa. Alors, je reviens juste rapidement sur la photo d'avant pour que vous puissiez bien voir la grande différence vraiment de avant et après les retouches. Alors, si j'ai pas choisi cette photo-là pour faire des retouches sur Lightroom avec vous ensuite, c'est parce que j'ai opté plutôt pour cette prise-là qui est très coloré et qui montre, à mon avis, très bien l'importance d'un très bon écran, et un grand écran surtout pour bien voir, tous les détails et les nuances, des couleurs. Alors cette photo-là, en plus, prise, avec un smartphone, donc elle ne sort pas, d'un appareil, photo, c'est vraiment un téléphone qui a été utilisé pour la prendre. Je la trouve, à vrai dire, elle est déjà assez pas mal comme ça. Les couleurs sont vraiment jolies, mais il y a quand même quelques améliorations à faire. Donc il y a cette zone-là où on voit les feuillages éclairés, elle est très sympa, c'est joli. Alors j'essaie juste d'éclaircir un tout petit peu et de renforcer les couleurs pour rendre, les feuilles un tout petit peu plus, rouge, orange et verte, dans la partie qui est plus haute. Ensuite, il faudrait décidément éclaircir et faire ressortir le détail de l'immeuble. Il est très beau et là, sur cette photo-là, on le voit à peine, on devine les fenêtres. Donc ça vaudrait vraiment le coup, de travailler cette zone-là pour qu'on voit mieux le bâtiment. Ensuite, il y a donc, dans la partie en bas à droite, en bas à gauche, pardon, il y a cette, jolie couleur bleu-vert
que j'aimerais bien essayer de renforcer un tout petit peu, mais toujours en essayant de garder ce côté naturel. Ce n'est pas une couleur qu'on voit très souvent en ville et là, je trouve qu'elle complète parfaitement la photo. Elle n'est pas très forte, on va essayer de la mettre un peu plus en valeur. Et pour finir avec cette photo, je compterais bien ajouter un effet fade, donc d'estomper un peu, d'atténuer les noirs sur toute la photo. Ça aplatit un peu le tout et ça permet aussi davantage de faire ressortir les détails architecturaux, les détails de feuillage, des chaises, tout ça. Et je trouve que cet effet, tant qu'il n'est pas trop fort, ça peut être vraiment sympa et ça rend très très bien. Alors maintenant, passons sur Lightroom et on va essayer d'appliquer toutes ces retouches en commençant avec la photo de la petite fille qui a donc gagné le sondage. Donc, sauf erreur de ma part, c'était bien celle-ci, donc le numéro 2. Et donc, comme ça a été dit, donc déjà, je vais essayer de voir si ça vaut le coup de redresser la photo. Oui, décidément, ça vaut le coup. Vous voyez la différence, c'est quand même bien mieux, surtout au niveau du pont derrière qui devient plus droit et qui se redresse. Ensuite, donc il y avait ces deux éléments qui gênaient à droite et à gauche. Cette photo-là, honnêtement, je la préfère en format portrait. Comme ça recadre automatiquement, ça coupe les éléments que je veux pas garder sur la photo. Et ça permet de mettre le focus sur le personnage de la petite fille. Donc on va la laisser comme ça par exemple, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai voulu éclaircir cette zone-là, donc tout ce qui est en bas, ce sol, les planches en bois qui sont un peu sombres. Un petit coup d'éclaircissement, je pense que ça va bien rendre, voilà, comme ça, et un tout petit peu de contraste pour qu'on voit le détail. Alors, comme vous pouvez voir, les changements que je fais, ils sont vraiment minimes. Je veux absolument pas que ça nous fasse un effet qui ne serait pas naturel. Donc, j'essaye absolument pas. Ben, j'essaye surtout de ne pas abuser avec les retouches. Ce serait bien dommage sinon. Et vraiment, en termes d'éclaircissement de la zone qui se trouve tout en bas, c'est largement suffisant. On clique sur Terminer et on va passer à la zone autour de la petite fille. Donc cette brume, c'est finalement ça qui nous intéresse le plus. Alors déjà, comme il s'agit d'une couleur orange-jaune, donc je ne vais pas utiliser le filtre radial, c'est pas la peine dans ce cas-là. Je vais tout simplement essayer d'augmenter un peu la saturation de la couleur orange et peut-être la luminosité aussi et du jaune. Alors des fois, il est peut-être un peu difficile de voir la différence et surtout de vérifier qu'on n'en met pas un peu trop. Et pour ça, on compare avec la photo d'origine pour voir si on s'éloigne pas un peu trop de l'original et des couleurs telles qu'elles étaient au départ. Mais là, clairement, on peut en mettre un tout petit peu plus et ça devrait être prêt, voilà, bientôt. Ensuite, une petite zone de retouche au niveau de la gamine. Est-ce qu'il sera possible peut-être de ressortir un peu sa silhouette avec le contraste? Comme ça, on peut voir un peu mieux le motif sur sa robe. C'est quand même sympa. D'ailleurs, cette photo qui a gagné, vraiment, ça me surprend pas. Le mouvement de la jambe, sa démarche, c'est quand même vraiment sympathique. C'est pas mal. Alors, vous voyez, j'augmente un peu la saturation, le contraste et les ombrages. Et ça fait ressortir un tout petit peu plus le motif de la robe. Alors, je reviens un peu au niveau des couleurs. Je pense que c'est pas encore assez, mais
c'est peut-être aussi la température qui peut jouer. Ouais, tout à fait. Là, on s'approche de l'effet que je souhaitais obtenir. Eh bien, il reste encore la partie du ciel. Donc, à voir s'il est possible de récupérer quelque chose en baissant la luminance de bleu. Souvent, c'est le cas. Alors, c'est possible, mais ça dégrade un peu la qualité dans cette zone-là. Donc, je vais plutôt m'abstenir et essayer de retravailler cette zone uniquement en utilisant le filtre radial. Comme vous pouvez voir, je l'utilise vraiment beaucoup. C'est très pratique. Voilà, je vais baisser un tout petit peu la luminosité car c'est très fort et les hautes lumières. Oh, je ne sais, j'espère que vous pouvez le voir, mais déjà maintenant, en baissant les hautes lumières, le bleu ressort un tout petit peu plus. Et peut-être on peut essayer d'augmenter la saturation pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors, je compare avec la photo d'origine. Alors, comme vous pouvez voir, déjà le redressement de la photo, ça a beaucoup aidé. Et puis, bah, la brume et le côté doré, il est bien renforcé sans pour autant devenir un effet abusé ou qui n'aurait peut-être pas l'air naturel. Et vraiment, au niveau de retouche, je pense qu'on est bon. Et je m'arrêterai là. Même si j'ai quand même envie d'essayer d'ajouter encore un tout petit peu plus. Mais non, ça va être trop. Je la laisserai comme ça. Et voilà, c'est prêt, vraiment. Pour moi, la photo, elle est prête, soit pour être partagée sur des réseaux sociaux ou pour toute autre chose. Vraiment, ça, c'est fait. Alors, passons à la photo de nuit chez Ginette. Alors, celle-ci, j'aimerais bien pouvoir la redresser et recadrer aussi, mais comme vous allez le voir, ça va pas être possible malheureusement. Parce que quand je la redresse, eh bien, ça coupe au niveau des tables qui sont tout en bas. Eh bien, tant pis. Dans ce cas-là, je préfère la garder telle qu'elle est, donc avec une petite déformation, c'est pas grave. Au moins, le cadrage, il est déjà correct. Et bien, dans ce cas-là, il vaut mieux tout simplement ne pas y toucher. Tant pis. Alors, je vais commencer par cette zone-là, donc les feuilles, en augmentant un tout petit peu l'exposition pour que ce soit légèrement plus clair. Alors vous allez voir, les couleurs sont déjà sympas, mais ça peut être vraiment mieux. Et pour voir ces nuances, bah, c'est justement là qu'il faut vraiment disposer d'un bon écran, sinon, alors encore moins sur un téléphone, hein, ce sont des nuances, des détails qu'on peut tout simplement pas voir. Alors voilà, peut-être même un peu plus et un tout petit peu de clarté. Alors comparant avec avant, vous voyez, c'est déjà mieux. On voit un peu plus de feuilles rouges, oranges dans la partie droite. Et vraiment, c'est pas mal. Je vais en ajouter même encore un tout petit peu plus. Voilà. Alors ensuite, l'immeuble. Ça, c'est vraiment quelque chose à quoi je tiens beaucoup. C'est un bel immeuble parisien. Ce serait dommage qu'il reste sombre comme ça. Alors, je bien sélectionne la zone qui m'intéresse, hein, donc ce sont juste ces deux étages-là. Le reste est assez bien éclairé. Et pareil, on l'éclaircit tout en essayant de ne pas en faire trop, ce serait dommage. Et les ombrages, pareil. On monte un peu. Alors, j'espère que vous pouvez voir sur vos écrans que c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et il y a bien les fenêtres qui ressortent en comparant avec la photo avant. Donc vous voyez à toute cette partie-là qui est un tout petit peu plus claire. On voit mieux tout simplement. C'est justement l'effet que je recherche. Alors j'essaie de pousser encore un tout petit peu plus et les ombrages. Vraiment, comme vous pouvez voir, les retouches que je fais, c'est assez basique.
parce que je veux absolument pas perdre le côté naturel de la photo. Alors, concernant cette zone-là, donc là où il y a la couleur sympa, le bleu-vert, pareil, hein, comme dans le cas de la photo précédente, je pense qu'il n'y a pas besoin de filtre radial. Je vais juste me concentrer sur la couleur, bon, elle s'appelle turquoise, sur Lightroom, c'est bleu-vert. Et je pense qu'en augmentant la saturation, ça va bien impacter cette partie-là de la photo. Et oui, c'est le cas. Là, c'est évidemment beaucoup trop. Alors, on va le faire juste un tout petit peu. Et si je baisse la luminance, eh bien, ça va renforcer la couleur aussi. Donc. Et je compare à nouveau avec avant et après. Je pense que je peux renforcer encore un tout petit peu plus la saturation. Et je pense que là, ça serait bon. Et donc, la dernière chose que j'aimerais faire, et je vais me servir des filtres, des effets qui sont proposés par Lightroom, vous les voyez sur la partie gauche de l'écran. C'est donc l'effet qui fait estomper, atténuer les noirs sur la photo. Donc, l'effet fade, il est là. Et vous pouvez voir en survolant cette option, qu'est-ce que ça nous donne. Il y en a 3 qu'on peut choisir, donc les 2 dernières, c'est clairement trop fort, hein. Mais le tout premier, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence, j'espère que oui. Ça fait ressortir un tout petit peu plus le détail qui se cache dans les parties noires de la photo. Et là, vraiment, je la trouve, la retouche, je la trouve complète et plutôt pas mal. Donc voici la photo avant et après. Vous pouvez constater vous-même la retouche, elle reste vraiment très délicate, mais c'est quand même bien mieux qu'avant. Donc voilà à quoi ressemblent les retouches que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, c'est assez basique, mais je trouve que c'est nécessaire et vraiment moins on veut faire, moins on veut modifier la photo. Je pense que plus il est important vraiment d'avoir un bon matériel en termes d'écran et en termes d'ordinateur pour bien voir toutes ces nuances et tous ces détails et pour faire le juste nécessaire au niveau des retouches photos. J'essaye vraiment à chaque fois de ne pas en faire trop, car il n'y a rien de pire qu'une belle photo qui est gâchée par une retouche qui est trop forte. Et voilà, ça serait tout pour les retouches. Alors, Hervé, je pense que tu peux intervenir avant qu'on passe à la partie finale Merci de beaucoup. notre webinaire. Bah déjà, c'était très sympa. Puis c'est intéressant de voir, je trouve, les coulisses, comme tu l'as montré, les différentes étapes de retouche, tes choix qui peuvent être, ce qui pourrait être différent si c'était quelqu'un d'autre. Différent. Oui, oui, mais chaque artiste, photographe va amener sa vision, son univers, et c'était très intéressant de voir comment tu t'y prends et par quelles étapes tu passes. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que, bien entendu, bon, c'est pas parce que c'est un webinaire qui est sponsorisé par BenQ, mais tout ce travail de retouche, et notamment la finesse des détails qu'on peut avoir, et particulièrement dans les hautes lumières, les basses lumières, et les teintes saturées, Mhm. pour y avoir accès, en fait, il y a une double condition, c'est un écran de qualité et ensuite que cet écran soit bien réglé. Si on n'a pas ça et qu'on a un dispositif un petit peu, on va dire, trop court, par exemple un écran bureautique, Mhm. eh bien, il y a des couleurs, et notamment, je répète, les hautes lumières, les basses lumières et les teintes saturées, auxquelles vous risquez de ne pas avoir accès, ou alors qui vont être déformées. Et ça, bah, pour l'auteur, c'est un petit peu gênant parce que s'il ne peut pas faire confiance à son écran, ça vient gâcher son travail. Puisqu'il y a la prise de vue, il a placé le temps que tu passes, bah, c'est dommage qu'après la retouche, justement, on fasse une erreur parce que l'écran t'induirait en erreur. Oui, Alors, je vais juste oui. reprendre, moi, la main. Alors, je vais repasser. Là, c'est ici.
ça, voilà. Je vais afficher une fenêtre. Ici. Et normalement, un petit instant. Est-ce que vous pouvez voir ma fenêtre là? Ça marche? Oui, oui, ça marche. Ça marche, on peut voir. Petit instant. Oui, on voit bien l'écran avec. Alors là, j'avoue, même moi, je veux bien écouter quelques explications. Il y a Oui, beaucoup de détails techniques. Je suis pas hyper technique. Déjà, voilà, mon matériel le montre, les retouches, que c'est le strict minimum. D'où nécessité, comme tu viens de dire, d'avoir un bon outil pour bien voir ce que je fais, pour pas en faire alors trop. on est bien d'accord sur la couleur. Le but, c'est d'avoir justement un outil qui marche bien pour pouvoir se libérer du côté technique. On n'est pas là pour expliquer que les photographes doivent devenir des informaticiens et Mm. maîtriser toutes les étapes, j'en sais rien moi, du calibrage écran. Moi, ça, je le fais, mais c'est pas ça que je préconise. Ce qui est Mhm. important, c'est que vous puissiez avoir un écran dans lequel vous puissiez avoir confiance et du coup vous libérer de la technique pour pouvoir vous concentrer sur la créativité. Pour ça, il faut un écran de qualité. Très rapidement, si vous voulez, je vais partager aussi la caméra. Donc, il faut un écran, si possible, qui ait une dalle mate, qui couvre un espace de couleur qui s'appelle Adobe RGB 98. Typiquement, si votre écran peut le couvrir à 95% ou plus, aujourd'hui il y a pas mal d'écrans qui sont à 98, 99. Sur certaines marques, pas chez BenQ, mais sur d'autres marques, on peut même aller au-delà de 100%. Et on va bien le calibrer. Donc, une dalle mate, si possible une dalle de type IPS. IPS, ça veut dire In-Plane Switching. Il faut savoir que tous les ordinateurs portables, et vous le savez, dès que vous bougez l'écran du portable, là je fais exprès, c'est pas pour vous faire mal au cœur, mais les couleurs risquent de changer parce que les écrans d'ordinateurs portables sont équipés de dalles de technologie TN, qui veut dire Twisted Nematics, et en fait les couleurs elles varient suivant l'angle que vous avez par rapport à l'écran. Donc même si vous le calibriez, il va vous donner des couleurs précises que quand vous êtes exactement en face de la fenêtre et que vous ne bougez pas trop. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que vous avez quelqu'un à côté de vous qui regarde l'image que vous êtes en train de retoucher et qui dit « Oh tiens, pourquoi tu ne travailles pas sur cette zone-là » Mais lui, il n'a pas la même couleur que vous puisqu'il a un peu d'angle par rapport à vous. Eh bien, les écrans de technologie IPS sont plus précis, ne change pas les couleurs, même si vous avez de l'angle. Il y a 172 degrés d'angle sans changement des couleurs. C'est très important. Et donc, quand on travaille à plusieurs, ou quelqu'un est assis, l'autre debout, ou tout simplement vous travaillez avec un enfant qui n'est pas au même niveau que vous, eh bien, vous n'aurez pas ces écarts. Et puis, surtout, les dalles IPS peuvent être calibrées. Et dans la majorité des cas, pour les écrans sérieux, donc chez BenQ, ça s'appelle la gamme SW, vous avez des écrans qui sont capables d'afficher l'espace Adobe RGB 98. Pour qu'il donne ces bons résultats, ce que je vous ai mis ici, c'est les conseils. Quand on va calibrer l'écran, en fait, quelle que soit la sonde que vous utilisiez, on va viser quelque chose qui fonctionne bien. D'abord, le point le plus important pour le calibrage, c'est la quantité de lumière émise par l'écran. Ça s'appelle la luminance de l'écran. C'est combien de lumière vient à vos yeux envoyée par l'écran. Très, très important, il faut comprendre que les fabricants d'écrans, hormis les sérieux, ils ont intérêt à vous livrer des écrans qui envoient beaucoup de lumière. Je vous donne un exemple, un iMac de chez Apple, quand il est livré, il est à 380 ou 400 candela par mètre carré. Vous regardez ce que je vous recommande, on va viser 80 à 100 candela par mètre carré. C'est beaucoup plus faible. En réduisant la quantité de lumière envoyée par votre écran, vous augmentez sa dynamique de couleur.
Et à partir de ça, on va ensuite ajuster ce qu'on appelle le point blanc. C'est les deux paramètres dont vous avez besoin. Alors, je vous ai mis candela ou chandelle parce que c'est juste un moyen mnémotechnique pour comprendre que les candélas, c'est le nombre de bougies allumées pour 1 mètre carré. C'est pour ça que ça s'appelle les candélas par mètre carré. Donc, on vise 80 à 100 bougies allumées sur une surface d'1 mètre carré. Ça, c'est le bon réglage pour la retouche photo. Et puis le point blanc, donc, alors, si on est beaucoup à faire du travail pour Internet, on va viser 6500 Kelvin ou D65, c'est la même chose. On ne va pas rentrer dans le détail. Et si vous travaillez sur de la reproduction d'œuvres d'art, que vous imprimez sur des papiers fine art à Nemuleux ou Canson par exemple, vous pourriez choisir en Kelvin un réglage plutôt à 5500 Kelvin. Il faut savoir qu'entre 5500 Kelvin, qui est un tout petit peu jaune, et 6500 Kelvin, on est dans tous les cas dans des valeurs dites de type lumière du jour. Donc ça, c'est ma recommandation. Quand vous calibrez votre écran, vous pouvez noter ça, et puis on partagera avec vous, de toute façon, ce webinaire, vous aurez accès au replay. Ça, c'est les réglages de base pour calibrer votre écran. Une fois que vous savez ça, essayez avec ce réglage, et normalement, votre écran va être assez proche de ce que ça pourrait donner si vous imprimez, par exemple. Si vous préparez un livre photo, c'est hyper important d'avoir ces réglages, puisque ça va vous donner une idée de comment vos images vont sortir pour le livre. Bien entendu, on va compléter ça. Le conseil, on va faire très attention à la lumière environnante, parce que pour que votre écran donne des bonnes couleurs, quand on le calibre à 80 ou 100 candela, il faut que votre pièce soit faiblement éclairée. Pas dans le noir complet, mais faiblement éclairée, c'est-à-dire qu'on va volontairement baisser la lumière de la pièce dans laquelle on est, de manière à ce qu'on puisse voir clairement son clavier et sa souris, et c'est tout à peu près. Et donc, si nécessaire, vous pouvez mettre des rideaux. Vous pouvez fermer les volets pendant que vous faites la retouche, vous éloigner de toute fenêtre qui pourrait être dans votre dos, ça ce serait une catastrophe. Et puis, on va le calibrer une fois par mois parce que l'écran il bouge. Après avoir attendu 25 minutes, parce qu'il faut que l'écran soit monté en chaleur. S'il est tout neuf, peut-être qu'un quart d'heure suffirait. Je préfère vous dire 25 minutes parce que je ne peux pas m'assurer que vous avez un écran que vous avez acheté il y a 3 mois. S'il a quelques années, il vaut mieux attendre 25 minutes qu'il soit monté en chaleur. Du coup, il est stable. Et quand vous le calibrez à ce moment-là, eh bien, vous avez un meilleur réglage. Et donc, ce que je vous ai indiqué, c'est un point de départ, 100 candela par mètre carré, 6500 Kelvin, et vous ajusterez en fonction de votre pratique. Triple intérêt d'avoir un écran de qualité, bien calibré, des couleurs qui sont plus justes sur votre écran. Elles vont aussi être moins flatteuses. Vous l'avez compris, les fabricants d'écran, pourquoi ils balancent beaucoup de lumière. Et en plus de ça, ils vous livrent des écrans qui sont réglés trop bleus parce que ça attire l'attention. Si l'écran, il envoie beaucoup de lumière et qu'il est un peu trop bleu, ça attire l'attention. Et donc, en vente dans un showroom, eh bien, vous allez avoir tendance à trouver les images plus flatteuses. Donc, ça fait vendre des écrans tout simplement. Mais c'est une catastrophe pour l'auteur ou le retoucheur, puisque lui, il veut pas que les images elles soient trafiquées, maquillées. Il veut qu'elles rendent la réalité de ce qui a été capturé par le boîtier. Donc entre le fichier RAW et l'affichage à l'écran, avec les réglages que je vous ai indiqués, vous aurez un écart qui sera limité. Un écran bien calibré, ça vient augmenter la durée de vie de l'écran, de l'ordre de 25%, puisqu'il envoie moins de lumière, et en plus de ça, moins de lumière bleue, qui est celle qui consomme le plus, il va s'user moins vite, et vous allez pouvoir le garder plus longtemps. Ça aussi, les fabricants d'écran n'aiment pas trop que je dise ça, puisque leur but, c'est que vous l'usiez très vite pour pouvoir en racheter un autre. Ça reste quelque chose d'important pour vous. Et puis, un écran, forcément, qui est pas trop lumineux, qui vous envoie moins de lumière dans les yeux, et en plus de ça, moins de lumière bleue, ça va réduire votre fatigue oculaire. Et si, comme Johanna ou comme moi, quand vous faites de la retouche, ça a plutôt tendance à durer 6 ou 8 heures, c'est pas un truc qui se fait en 20 minutes. La fatigue oculaire, ça joue quand même pas mal. Quand on fait une session de retouche sur toute une série de photos, des fois on y reste un certain temps. Donc si votre écran il est bien réglé, il va vous donner des bonnes couleurs, ça va le faire durer plus longtemps, et en plus de ça, il va moins vous abîmer les yeux. Bon, voilà l'intérêt de le calibrer.
pour ce webinaire, on a un partenaire qui est un revendeur qui s'appelle Digit Photo. Et Digit Photo a décidé, dans le cadre de ce webinaire, de vous donner 5% de remise. Donc ça, c'est la page de publicité hein, dans le webinaire. Donc vous avez 5% de remise entre maintenant et le 7 juillet avec ce code-là, BenQ5, que vous allez rentrer si jamais vous voulez acheter un écran chez Digit Photo. Vous avez 5% de remise complémentaire en plus du prix qui est déjà placé. Alors je vous ai mis quelques-uns des écrans de la gamme SW et vous voyez ici à gauche le SW240, c'est un 24 pouces. Donc c'est plus petit que le 27 pouces que vous a montré Johanna, mais ça peut être intéressant parce que si vous avez une bourse qui est un petit peu serrée ou que vous n'avez pas forcément la place hein, dans une grande ville comme Lyon ou Paris, vous n'avez peut-être pas non plus beaucoup de place. Un 24 pouces peut être bien, c'est un écran un petit peu plus compact et il est à 459 euros TTC sans la remise. Hein, donc avec la remise, ce sera un petit peu mieux. Pour autant, c'est un écran professionnel. Il est livré avec la visière anti-reflet qui vient aider contre les parasites lumineux. Donc ça peut être très intéressant. Je vous ai montré aussi ici la configuration du SW271C. C'est le tout dernier écran que BenQ a sorti. Vous voyez qu'ici, c'est un autre photographe. Pareil, il est associé à un ordinateur portable. Il n'y a aucun souci à utiliser un ordinateur portable. L'unité centrale est très bien. Par contre, l'écran du portable, vous l'avez compris, elle ne vous permettra pas d'accéder au niveau de détail fin qui est utile en fait pour la retouche photo. Donc là, on est sur le SW271C. Alors le petit C veut dire qu'il a une connectique USB-C. Et ça, les 271C, ils sont à 1499 euros. Hein. C'est pas forcément accessible à tout le monde. Il y a un 270C qui est moins précis puisqu'il est 2K. Parce que celui que je vous ai montré là, le 271C, c'est un écran 4K qui est bien pour la photo et la vidéo d'ailleurs. Le 270C, lui, est à 799 euros TTC, mais il faut savoir qu'il a tellement bien marché commercialement qu'en ce moment, il y a à peu près 6 semaines de délai. Les autres sont disponibles. Et puis, je vous ai prévu ceci aussi pour que vous ayez une idée de la taille entre un 24, un 27 et un 32 pouces. Beaucoup de personnes ont du mal à percevoir. En fait, entre un 24 et un 27 pouces, la hauteur d'un 27 pouces par rapport à un 24 pouces, c'est que 1 cm et demi de plus en hauteur. Mais le 27 pouces, il va vous offrir 6 cm de plus en largeur. 6 cm, c'est un petit peu plus, même c'est 6,5, c'est une barre d'outils en plus. Et des fois, c'est très important. Johanna, ce qu'elle a fait en retouche photo, elle vous a montré, parfois elle va venir montrer deux images côte à côte, et à côté, il faut la barre d'outils. Sur un 27 pouces, ce sera plus facile. Donc, c'est pas juste un confort gadget, c'est un confort utile en retouche photo d'aller peut-être sur un 27 pouces. Et puis le 32 pouces que je vous ai mis là, c'est simple, c'est l'écran qui a gagné en 2020 le prix du meilleur écran photo au niveau mondial, hein, le TIPA Award. Et c'est un 32 pouces qui est génial. Si vous avez la place et le budget, hein, parce que là on est aussi à 1769 euros, mais pour un 32 pouces, 4K, UHD, HDR, avec la visière anti-reflet, bien entendu, tous ces écrans que je vous ai montrés sont des DAL IPS et qui couvrent à 98% l'espace Adobe RVB, 98. En quelques années, BenQ est passé d'une marque peu connue en France pour la retouche photo à le challenger principal de ISO qui tenait le haut du pavé depuis pratiquement 20 ans. Donc, je pense que c'est important de savoir que c'est important un bon écran pour la retouche, ça c'était aussi un des sujets aujourd'hui. Et puis, si jamais ça vous intéresse ou que vous avez la possibilité de changer d'écran et que ça vous tente, Digit Photo fait un petit plus avec le code que je vous ai indiqué. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, on va passer à la session questions-réponses et je vais te redonner la main tout de suite. Oui, je peux en profiter pour dire quelque Ici. chose. Parce qu'il y a aussi une autre solution, mais il faut être réactif hein, pour soulager le budget et avoir un bel écran comme ça, de cette qualité-là. Alors,
il y a vraiment aujourd'hui, c'est le dernier jour et le dernier moment pour participer au concours photo de BenQ. Alors vous allez trouver les détails du concours. Il y a quelques conditions à remplir. Le sujet, c'est le mouvement. Donc, toute photo qui montre un mouvement peut être éligible et tout à fait voilà, bonne pour participer au concours. Et tous les détails, vous allez les trouver sur mon compte Instagram dans ma bio, dans ma biographie. Il y a le lien du concours qui est mis, donc n'hésitez pas, vraiment, il reste les dernières heures pour essayer de gagner un bel écran. Il y a encore d'autres prix vraiment sympas à gagner. Et voilà, donc il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la bio sur mon compte Instagram. Vous lisez les quelques conditions. Donc il faut être basé en Europe. C'est une seule photo par participant. Et voilà, si vous en avez une qui colle bien au sujet, parce que là, je pense qu'il est un peu trop tard pour prendre des nouvelles photos. Mais si vous en avez dans vos archives, dans vos stocks, bah, n'hésitez pas parce que franchement, bah, vous pouvez gagner le tout dernier écran BenQ. Il est vraiment top. Et comme ça, eh bien, votre budget ne va pas souffrir, la carte bancaire va pas chauffer. Donc, c'est une belle occasion. Et voilà, si vous en avez des photos comme ça, autant tenter la chance et essayer de Tout à gagner. fait. Alors moi, je suis allé dessus même pour voir aussi les propositions qui ont été envoyées, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a tout, Oui. hein. Ah oui, oui, il y a de belles photos, hein. Vraiment, j'ai regardé, il y a des photos qui sont belles, il y a des photos de studio qui sont superbes. Et honnêtement, moi, je ne sais même pas si je saurais faire des photos comme ça. Donc, il y a vraiment, bon, il faut avoir des belles choses à montrer, mais on peut soumettre des photos. Il y a 3 jurys, j'en fais partie des trois. Il y a 2 autres photographes et voilà, c'est une occasion de gagner un beau prix, un bel écran et voilà. Je te propose qu'on passe à la session questions-réponses. Et Oui, j'ai noté plusieurs grandes tendances. La première, c'est ce travail de retouche que tu fais pour la couleur. Euh, oui. Comment tu t'y prendrais si tu voulais faire un traitement noir et blanc? Est-ce que tu ferais une attention particulière à certaines choses? Oui, alors, oui, oui, je ferai bien attention, à certaines choses. Alors déjà, bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Les photos en noir et blanc, d'une façon générale, je vais mettre mes photos en noir et blanc dès que je trouve que la photo, elle est bonne, mais elle est pas du tout intéressante au niveau des couleurs. Donc si j'ai une belle photo, qui montre une scène, jolie, romantique, peu importe, vraiment une bonne prise, mais les couleurs ne sont pas réussis parce qu'il faisait gris ou bien parce que, oui, j'ai pu rater mon réglage, mais d'habitude, c'est la météo qui fait en sorte qu'il n'y a pas de couleurs qui ne ressortent, les couleurs qui ne ressortent pas. À ces moments-là, effectivement, je vais décider de la mettre en noir et blanc. Et là, pour être honnête, je vais plutôt me servir d'un des filtres en noir et blanc qui sont disponibles sur Lightroom. Donc j'en ai quelques-uns, quelques filtres préférés, donc je vais en appliquer un. Et à partir de là, je vais travailler sur la photo et personnaliser le filtre. Donc, c'est vraiment c'est au cas par cas. Donc, en fonction des photos, je vais accentuer le contraste, accentuer les noirs, ou faire éclaircir la photo dans pas mal de cas. Donc, à Mhm. partir de là, voilà, tout dépendra de dans quelles conditions la prise a été faite, mais globalement, je vais vraiment me servir d'un des filtres proposés par Lightroom en tant que base, tout simplement. Ok. Ouais. Je complète. Un écran bien calibré va vous permettre de contrôler la gradation des tons. Vous savez, la qualité de votre dégradé dans les gris. Quand on travaille sur du noir et blanc, il ne faut pas croire qu'un écran bien calibré en couleur n'a d'effet que pour la photo couleur. Ça a aussi tout autant d'importance pour le noir et blanc. Et comme je vous le disais, ça va révéler des détails, notamment dans les très hautes lumières et les très basses lumières. Donc vous allez retrouver du détail dans les ombres, et des fois c'est très important pour la photo noir et blanc. Donc un écran bien calibré va vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur ces petits détails, et ça peut vous permettre de vous différencier. Une question sur le,
la législation concernant la prise de photos de personnes dans l'espace public. Et en fait, il y a eu la réponse, Patrick Bouvard, merci. Et j'allais Ouais, citer d'ailleurs Joël Verbruge, qui est oui, une très bonne conseil dans ce domaine. Donc, dans l'espace public, pour la loi française, hein, attention, parce qu'en plus d'un pays à l'autre, ça peut être différent, on a tout ouais. à fait le droit de prendre en photo des personnes si, si on n'enlaidit pas les personnes, si ça leur pose pas préjudice. Si vous avez un doute, il peut être une bonne idée de demander un modèle release, donc un droit à l'image, si vraiment vous avez un doute. Mais dans la majorité des cas, dans l'espace public en France, c'est toléré si vous respectez bien sûr ce côté de ne pas finalement porter préjudice aux personnes que vous prenez en photo. Il s'agit de l'espace public, hein. Mhm. Oui, Et et je me permets d'ajouter, il faut être particulièrement susceptible et attentionné lorsque, si jamais on prend des photos des enfants. Et là, par oui, exemple, la photo de la petite fille que vous pouvez encore voir sur vos écrans, mais là, aucun problème, on voit pas son visage. Par contre, si jamais je l'avais prise en photo de l'autre côté, on voyait bien son visage, les traits de visage qui seraient bien voilà, il serait possible peut-être de la distinguer, ben là, je pense qu'il serait assez problématique que je la partage sur les réseaux sociaux. Eh bien, ce serait quelque chose à ne jamais faire. Mais tant qu'elle n'est pas reconnaissable, on ne voit pas le visage, aucun problème. Mais il faut faire très très attention à ça. oui, Voilà, c'est important. Sinon, on peut avoir des ennuis. Il faut faire gaffe. absolument, c'est important. Donc il y a pas mal il y a un travail, il y a des articles, et puis il y a un livre de Joël Verbruge qui est vraiment juriste, mais spécialisée sur l'univers de la photo, du droit d'auteur, que j'aime bien parce qu'elle est assez pédagogue. Elle donne des exemples, etc. C'est pas, vous savez, dans le domaine du droit, ça pourrait être un petit peu sec et un peu chiant. Mm. Bah, Joël, si vous avez l'occasion, elle fait des fois des petites conférences, des choses comme ça. Ça s'écrit Verbruge, V-E-R-B-R-U-2-G-E. Verbrugge, on dit Verbrugge, pardon, me dit Claire. Et oui, ça s'écrit 2GE et ça se prononce Verbrugge. Et c'est un juriste, c'est ça? Elle est juriste, C'est mais un elle juriste. travaille beaucoup, c'est une juriste, elle travaille Une beaucoup avec juriste, les pardon. photographes depuis des années et souvent elle donne de bons conseils. Et comme bah, il y a beaucoup de juristes, mais elle est vraiment Oui. spécialisée dans tout ce qui est droit à l'image et droit d'auteur et les droits des photographes et bien sûr des personnes Mm. prises en photo. Donc c'est assez sympa. Et elle est aussi photographe, comme dit Patrick, c'est ce qui est vrai. Mm. Elle est plus que juriste, elle est avocate. Oui, elle est avocate. Ça n'empêche pas l'autre. Serge rajoute, elle est photographe aussi. Oui, c'est le cas. Oui. Retouche, moi je vais rajouter un truc, c'est hyper important ce que tu as montré. C'est sur la retouche, il ne faut pas être trop lourd sur les curseurs. Et c'est une bonne technique ce que vous a montré Johanna, de garder l'original en côte à côte, parce que si vous êtes trop lourd sur les curseurs, vous risquez de vous transformer en boucher de la photo, quoi. Ah ouais. Et donc, il faut faire attention à ça. Je trouve que c'était très intéressant cet aspect-là aussi. Sur la partie calibrage, j'en parlerai après. J'avais une question pour toi. Et Mhm. donc, Michel demande si tu travailles en RAW et est-ce que dans tes retouches, tu travailles aussi sur le curseur de netteté? Alors oui, je travaille en RAW, mais pas très souvent. Donc là, le choix pour moi est assez simple. Je pense que je serais peut-être critiquée par pas mal de photographes, mais quand je prends des photos à titre perso, donc pour moi-même ou même pour mon site web, voilà, j'aurais une tendance à ne pas prendre de photos en RAW. Pour des tas de raisons, ça alourdit le traitement, ça prend la place sur mes disques externes qui sont remplis, mais j'en ai plein qui sont remplis de photos. Et honnêtement, les photos en JPEG, je trouve que la qualité est largement suffisante pour les usages que j'ai pour mes photos perso.
Par contre, si jamais je suis en projet, si jamais je prends les photos pour les clients, alors là, ça rigole pas et je prends les photos soit uniquement en RAW, soit sinon en RAW et en JPEG pour avoir les deux types d'images. Et voilà, avec les clients, on ne sait jamais. Il m'est déjà arrivé de prendre des photos pour un projet, par exemple d'une campagne de lancement de quelque chose qui était destiné à Internet, donc sur le web. Mais au cours de la campagne ou quand le projet était en train d'être fait, le client me demandait si je pourrais fournir, si je pouvais fournir des photos d'une meilleure qualité parce que peut-être ils auraient envie, voilà, de faire des tirages, ce genre de choses. Et là, si jamais ça arrive, on n'a pas envie de dire au client non, j'ai pas shooté en RAW. Donc voilà, pour tous les projets pro, il y a toujours, je fais toujours en RAW pour ne pas me retrouver face à un client qui demande ce type de qualité et pour que je sois obligée de refuser ou dire que j'en ai pas fait. Et sinon, donc l'autre question, c'était par rapport à la netteté des photos, c'est ça? C'est- Oui, est-ce que tu Oui. travailles beaucoup sur le curseur de netteté? Pas tant que ça. Alors la netteté, non, rarement. Parce que si jamais il arrive que j'aurais besoin de travailler dessus, c'est parce qu'en fait, je me suis ratée au niveau des réglages. Le focus n'était pas mis à l'endroit où il fallait qu'il soit mis. Et donc, le sujet principal ou autre chose n'est pas suffisamment net sur la photo. Et vraiment, c'est extrêmement difficile de rattraper ce type d'erreur en forçant sur la netteté. Ça peut aider un tout petit peu, mais dès qu'on va trop loin, ça se voit en fait. Ça se voit que le sujet était flou et qu'on a essayé d'améliorer la netteté après. Donc c'est pas, ça risque de pas être très joli, pas très réussi. Sinon, si jamais ça arrive, voilà, que je me suis loupée avec mon focus et j'ai besoin de me rattraper parce que sinon la photo elle est bien, Mhm. je vais plutôt essayer de travailler avec la texture et on peut, voilà, on peut mettre un peu plus de grain sur la photo, sur la photo. Ça fait ressortir la netteté. Il faut pas en abuser non plus parce que beaucoup de grains sur la photo, si ce n'est pas voulu, c'est peut-être pas très beau non plus. Mais voilà, c'est un autre moyen de travailler un peu la netteté en augmentant la texture. Donc c'est plutôt ça que je vais faire, que j'aurai une tendance de faire. Merci pour ce conseil. Alors, deux questions, si tu veux, je vais y répondre, puisque là, c'est vraiment C'est technique. un peu technique. Donc, Isabelle Oui. me dit, mais moi, j'ai un écran BenQ, le mien a été livré sans câble. Bon, c'est pas tout à fait Ah, normal. Il n'y a ouais. peut-être pas tous les câbles, mais normalement, tu as toujours au moins deux câbles, Isabelle. Donc, toi, tu as un SW 2700 PT, alors c'est un ancien modèle qui a été arrêté, mais tu as presque toujours un câble HDMI plus un autre câble. Donc, par exemple, ceux qui finissent par un C, ils ont une connectique USB-C plus le HDMI, et il y a tout un autre jeu de connectique qui permet de les utiliser dans plusieurs configurations. Tous les écrans sont aussi, ce que je vous ai montré là, les 4 références BenQ sont livrés avec la visière anti-reflet. Et pour tous sauf le 24 pouces, il y a une petite télécommande filaire qui peut être très pratique. Je ne sais pas si tu l'utilises, toi, Johanna. Oui, oui, j'ai essayé. J'ai essayé, pas encore pour la retouche photo, mais déjà pour, comment dire, pour naviguer via le menu de l'écran. Donc j'ai utilisé que ça. J'ai utilisé que cette Ouais. petite manette. Et elle est programmable, donc suivant les personnes, il y a des gens qui changent en fait les réglages pour que les boutons déclenchent certaines actions. Donc oui, normalement, ils sont livrés avec tous les câbles. Et oui, il y avait une question. Tous sont faits pour macOS et Windows. Sous macOS, ils se connectent directement, surtout que certains sont livrés avec la connectique euh, mini DisplayPort, qui s'appelle aussi Lightning, Thunderbolt, c'est ça, hein. voilà, ou Ouais. Thunderbolt. Et le câble français d'alimentation de manquer, ça c'est pas normal. Et la télécommande filaire manquait. Ben, je sais pas où elle l'a acheté, Isabelle.
c'est pas tout à fait normal. Normalement, tout ça, ça aurait dû être livré avec. Faites très attention. Moi, j'aurais tendance à dire, mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous travaillez avec un revendeur que vous connaissez et vous savez où est la boutique, vous n'avez jamais ces soucis-là parce qu'il sait que vous allez toquer à sa porte. Si vous travaillez avec quelqu'un en ligne qui est 3 euros moins cher que votre revendeur qui lui est basé en France, bah, des fois vous avez des petites surprises, il y a un truc en moins. Par exemple, là, le 24 pouces dont je vous ai parlé qui est à 459 chez Digitphoto, vous trouvez le même à 439 sur Amazon, sauf qu'il n'y a pas la casquette. Et une casquette, ça vaut 65 euros. Donc, c'est une fausse bonne idée. C'est des petits détails comme Oui. ça. Comparé, de toute façon, vous regarderez. Il y avait encore une autre question sur le prix. Le 27 pouces, si vous êtes exigeant et vous faites que de la photo, le SW270C peut être suffisant. Si vous faites de la photo et de temps en temps de la vidéo, moi je vous recommanderais le 271C. Alors le 270C, là je vous donne les prix publics sans la remise, hein, c'est 799 euros. Et le 271C, c'est celui que utilise Johanna, qu'elle vous a montré. Il est à 1499 euros. Le gros intérêt, c'est qu'il est 4K, donc il a une résolution qui peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est particulièrement sensible si vous faites de la photo et de la vidéo. Parce que la 4K aujourd'hui devient une référence pour tout ce qui est traitement vidéo. Même si vous faites que 3-4 projets vidéo par an, avoir un écran qui soit à ce niveau-là de précision peut vous permettre de livrer des travaux professionnels en post-production vidéo, alors que sur un 2K, vous serez peut-être un petit peu court. D'autre part, le 271C, il a une technologie améliorée en termes d'homogénéité de la dalle, qui fait qu'il est vraiment à un niveau de précision qui peut être intéressant si vous êtes très précis, et ça a l'air d'être le cas de la personne. D'accord. Bon, Isabelle a expliqué ce qui. Donc, elle a fini par recevoir ses câbles après coup. Bon, bah, c'est bien, mais c'est pas normal que ces éléments-là n'aient pas été livrés avec. Et normalement, les produits sont complets. BenQ d'ailleurs a une très bonne image de marque et bah, Oui. même tu peux en témoigner. Tu as eu un problème technique et l'écran a Oui, été changé en 3 jours, c'est ça? oui, très rapidement et en même temps, je me suis adressée avec des questions, des soucis que j'avais au support de BenQ dont les coordonnées j'ai trouvé sur Internet. Et vraiment, l'équipe, ils étaient au top, hein. Ils étaient très rapides, sympathiques, réactifs, rien à dire. Donc voilà, même si on a besoin d'un support technique, souvent on n'aura pas très envie, voilà, c'est toujours un peu embêtant. Mais là, vraiment, il faut pas hésiter. Ils sont là pour ça. Ils sont très sympathiques, compétents, réactifs. Voilà, c'était au top. Deux petites questions pour toi. Quand on éclaircit les ombres, parfois les visages deviennent plus jaunes. Est-ce qu'il y a une technique pour éviter ça? Oui, il y a une technique pour éviter ça. Donc, lorsqu'on éclaircit, est-ce que ça devient plus jaune? Oui, ça peut arriver. Soit on éclaircit moins, tout simplement, ou bien on fait l'éclaircissement qu'on souhaite de faire. Et après, il y a deux choses qu'on peut faire. Donc, si les retouches sont faites sur Lightroom, il y a un filtre. C'est parmi les effets, les filtres qui sont mis à disposition par Lightroom par défaut. On peut déjaunir les visages des personnes. Donc, il y a 3 degrés de suppression des tons jaunes au niveau des visages. On peut sélectionner un des 3. Donc, il y a ça comme possibilité. Par contre, attention, parce que si on utilise ce type d'effet de Lightroom, ça enlève en fait les jaunes au niveau de toute l'image. Donc, ça veut dire que le visage de la personne, certes, deviendra moins jaune, mais en même temps, un autre élément qu'on aimerait peut-être garder aussi jaune qu'il est, eh bien, il va perdre un peu de couleur aussi. Donc, si on veut pas utiliser cet effet-là par peur ou voilà, de perdre un peu de la saturation de tous les jaunes sur l'image, eh bien, dans ce cas-là, on ajoute un filtre radial. Donc, c'est un des effets
pas un des effets, un des outils que je montrais pendant mes retouches, et ça vous permet de retravailler uniquement la zone qui se trouve à l'intérieur du filtre, du cercle, et comme ça, vous pouvez le placer sur le visage de la personne, l'ajuster pour qu'il ait la bonne taille, et après, vous diminuez la saturation uniquement de cette zone-là. Et comme ça enlève le problème. Il faut pas en abuser non plus parce qu'on peut se retrouver vite fait avec un visage qui est dépourvu de toute couleur. Donc c'est à éviter, ça peut arriver aussi. Mais voilà, c'est peut-être la façon la plus simple pour déjaunir, déjaunir le visage. Merci. En dehors de Lightroom que tu nous as montré, est-ce que tu as déjà tenté de faire la retouche avec Capture One, Photolab, Affinity ou d'autres logiciels? Non, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé vraiment. J'ai commencé quand j'ai commencé à faire des retouches, c'était dès le départ Lightroom. Et Mhm. puis, bah, au fur et à mesure, étant donné que je le paye aussi, donc je paye un abonnement Lightroom par mois, je me rappelle plus. C'est pas cher, hein, je pense que c'est 12 euros, ou d'autant plus que si jamais on a besoin d'un package. Et moi, j'utilise également Adobe Premiere. Photoshop, je l'utilise pas, mais il va avec. Donc comme ça, au cas où je l'ai aussi. Donc finalement, comme tout ça, ce sont des options payantes, bon, ça décourage un peu de tester d'autres logiciels de retouche. C'est la technique, c'est comme ça. Une des raisons pour lesquelles j'ai jamais testé. J'ai pas eu d'occasion pour tester gratuitement, mais je ne sais pas, peut-être il y a parmi ces logiciels, il y en a qui sont mis à disposition gratuitement. Mais je vous avoue, Alors oui, je ne mais tu sais, sais c'est pas. des fois des Il y en a. versions d'évaluation pour une période Ah, limitée. Donc si tu veux les ah oui, tester, tu as 15 jours ou d'accord. 3 semaines, ce qui fait que des fois, c'est pas évident. Hum, Je peux oui. compléter là-dessus. Oui. L'outil le plus puissant pour le travail sur la couleur aujourd'hui, c'est probablement Capture One, et qui permet d'aller très très loin dans la gestion de la couleur. Mais si vous voulez vous auto-former, vous risquez de galérer un petit peu parce qu'il est très riche et donc parfois Ah on oui. a besoin d'être guidé. Serge nous indique que sous DxO Photolab, il y a le système des viewpoints de contrôle qui permet de travailler sur des zones spécifiques. Et c'est vrai que les gens qui ont l'habitude de travailler avec le système des viewpoints qu'on avait dans un certain nombre de logiciels, dont les logiciels de Nix Software qui ont été rachetés maintenant par DxO, eh bien c'est assez pratique. Ça c'est sympa. Moi j'ai eu des bons échos de personnes qui utilisaient Affinity. Et puis et la retouche, elle peut aussi se faire dans Photoshop. Il y a des gens qui aiment bien le Oui. faire. Et dans Photoshop, en fait, c'est d'ailleurs pas vraiment un logiciel de retouche photo, Photoshop malgré son nom, mais c'est Mm. un logiciel de traitement d'image qui permet de faire des choses. Chacun, je dirais, peut comparer. D'ailleurs, dans des clubs photo, des fois, c'est intéressant d'échanger les uns avec les autres. Il y a des trucs et des astuces. Et puis, je crois qu'il n'y a aucun logiciel qui couvre tout. Donc, c'est vrai que souvent, il faut un peu regarder. J'aurais tendance aussi à dire, s'il y a un logiciel dans lequel vous êtes à l'aise, euh, bah, restez-y parce que à chaque fois, c'est quand Oui, même, ça c'est prend ça du aussi. temps de changer d'environnement. Mais alors, une réponse, par exemple, dans Photoshop, si on veut réduire la luminosité sans qu'il y ait aucun effet de bord de couleur, puisque c'était une des questions qui a été posée avant, c'est Mhm. possible en se mettant dans l'espace LAB, donc en sortant du RVB et en se mettant dans l'espace théorique qui est l'espace LAB, et uniquement ajuster la courbe L, qui va baisser ou diminuer la luminance de votre image globale sans créer aucun effet de bord sur les couleurs. Donc, suivant ce qu'on veut faire, il y a des logiciels qui vont permettre certaines choses et d'autres. Et d'autres non. Capture One, voilà, un essai gratuit pendant un mois avec une appli pour Fuji. S'il y a des gens qui ont envie d'essayer, quelqu'un a un problème avec Photoshop. Alors, POI, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça, non, on n'a pas de solution magique, sachant que
Dans tous les cas, en fait, quand vous allez attaquer justement les niveaux pointus de vos logiciels de retouche, euh, bah, plus vous avez un écran de qualité et bien réglé, plus vous aurez des résultats intéressants. C'est un écosystème en fait. Il faut que vos différents éléments marchent ensemble. Il y avait une autre question à laquelle je peux répondre, c'est qu'est-ce qu'on fait si la pièce est fortement éclairée? Est-ce qu'il y a des réglages particuliers? Pour moi, le meilleur réglage, c'est de diminuer la lumière de la pièce. Oui, Mais oui, c'est fou, mais c'est ce qui marche le mieux pour pouvoir ensuite se mettre, alors je vais prendre la caméra, pour pouvoir se mettre dans un environnement où votre écran, vous allez pouvoir le calibrer à 80 ou 100 candela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si votre pièce est fortement éclairée et que vous mettez votre écran à 80 candela, vos yeux, la pupille de votre œil, en fait, elle s'ajuste par rapport à la lumière ambiante de la pièce, qui se mesure en lux. Et donc, si la pièce est fortement éclairée, votre pupille, bah, elle va un peu se fermer, hein, normal, par réaction, et votre écran va vous paraître tout sombre. Et donc, vous n'avez pas de bons résultats. mm, Il y a une limite, ça c'est mon expérience, la pratique. Vous êtes dans un environnement de bureau, vous êtes à plusieurs dans le bureau, et les autres personnes, ben, ils ont décidé d'avoir des néons et qu'ils soient forts, et vous ne pouvez pas non plus leur demander d'éteindre la lumière. Ben, vous pouvez monter jusqu'à 120 candela par mètre carré pour le réglage de votre écran, à 6500 Kelvin par exemple. Je dirais que ça reste correct. Mais si vous montez au-dessus de 120, si vous allez à 140 candela ou autre, vous allez perdre du détail, notamment dans les ombres et dans les hautes lumières. Et donc, c'est dommage. L'autre démarche, c'est regarder ce que vous pouvez faire, parfois en prenant un pas de recul par rapport à la pièce dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous pouvez réduire les lumières? Alors, parfois, c'est mettre un rideau. Alors, si possible, un rideau gris. Si vous mettez un rideau qui est mauve ou bleu, vous risquez de créer en fait comme un filtre de couleur dans votre pièce. Donc, vous allez déformer les couleurs. Hein. Ça a l'air con, mais finalement, votre environnement de travail, la pièce dans laquelle vous êtes, elle joue sur votre perception des couleurs et à un niveau qu'on ne soupçonne pas parce qu'on s'habitue très vite à l'environnement dans lequel on est. Donc oui, réduisez la lumière si vous pouvez. La visière anti-reflet, dont on a parlé plusieurs fois, c'est un bon moyen aussi de séparer la zone sur laquelle vous travaillez du reste de la pièce. Tous ces éléments-là sont importants. Mais la première démarche, regardez ce que vous pouvez faire pour réduire la luminosité de la pièce et ensuite vous calibrez votre écran. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Non, c'était très bien. Pourquoi toi tu avais choisi la quatrième photo pour la petite fille? Parce que celle que tu montres là à l'écran, c'est la quatrième, hein, c'est ça? oui, oui, oui. Oui, pourquoi? Bon, en fait, la photo que vous avez choisie, donc que les participants, ont choisie, je la trouve très bonne aussi. C'est juste Ouais. que, la démarche de la petite fille, c'est un peu comme si sa jambe, elle traînait un peu derrière. J'ai envie de montrer cette photo pour que vous puissiez voir, si mais j'arrive pas. En fait, c'est sa démarche plutôt, je la trouve pas, si réussie. Alors que sur la photo numéro 4, donc celle que vous pouvez voir, sur vos écrans en ce moment, voilà, elle est immobile, elle a bien les 2 bras qui sont écartés, avec les bras qui sont écartés, elle profite, du moment et vraiment c'est juste ça. Mais sinon, mon deuxième choix, eh bien, ce serait la photo, qui a été, sélectionnée, lors du sondage. Super, bah, merci beaucoup, Johanna, qui s'appelle aussi Miss Cool Pics, comme vous pouvez Merci. le voir si vous voulez la suivre sur Instagram. Et tu postes pratiquement quoi, plusieurs fois par semaine. Et là, pendant Oh l'été, tu as. non, beaucoup moins en fait, j'en partage une, par semaine maintenant parce que
Je suis beaucoup, beaucoup occupée et ça prend du temps. Il y a aussi eu beaucoup de changements sur Instagram. Voilà, Mhm. ça serait un sujet pour un autre webinaire. Tous les changements sur Instagram au fil des ans, ça a tellement changé. Donc finalement, c'est une, peut-être deux photos par semaine. Je trouve ça bien suffisant. Puis j'essaye de mettre un peu plus de stories. Je partage aussi des photos dans les stories ou bien des séries de photos. Et voilà. Très bien. Et pour cet été, tu as prévu de faire quelque chose en particulier, peut-être, si les gens veulent te suivre? De voyager, eh bien Voyager. pas encore. Je sais pas vraiment comment ça se passe. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de démarrer avec les voyages? Donc déjà, je vais partir en Pologne. Donc je suis d'origine polonaise. Je vais partir pour un peu plus de 2 semaines fin juillet, donc dans 2 semaines à peu près. Donc ce sera ça, un des premiers voyages pandémique, voilà. Et après, avoir en août peut-être des petits déplacements en France pour profiter un peu de la mer, voilà, prendre des photos aussi. Mais malheureusement, plus loin, je ne sais pas. J'ai un projet pour partir en Russie qui se décale déjà depuis bientôt 2 ans à cause de la pandémie et tout ça. Et Il y a j'espère plein que, de photos à faire, pas loin de chez soi, en sortant, comme tu le bien fais, sûr. des fois en changeant de Ah quartier. oui, oui. euh, on découvre dans des petites rues, dans des endroits, ou des commerces plus originaux. Donc, n'hésitez pas, hein, ça c'est pour tous. Sortez, refaites des photos, vous verrez, il y a plein de trucs. Des fois, on est vraiment surpris, c'est ce qui est cool, quoi. C'est vrai. Et même quand il fait moche, hein, il faut pas attendre Ouais. le beau jour pour sortir. Des fois, quand il fait moche, eh bien, c'est là qu'on fait des plus belles photos. Vraiment, c'est la Merci motivation beaucoup. qui compte. Merci Alors, également. je termine juste sur une chose. Il y a eu pas mal de questions là-dessus. Il y a des gens qui sont arrivés en retard. Donc, dans les 24 heures, on va vous envoyer un email avec euh, toutes les coordonnées si vous voulez suivre Johanna, l'offre spéciale de Digit Photo qui est notre partenaire, comme ça si vous ne l'avez pas noté, vous l'aurez à nouveau, et la possibilité de voir ce webinaire en replay, puisqu'il y a des personnes qui sont arrivées en retard parce que bah, ils avaient un truc à finir, ils étaient charrettes ou autre, hein, c'est normal. Donc tout ça, vous allez le recevoir d'ici 24 heures probablement, sous forme d'un petit email. Et puis, je vous invite à continuer à suivre les émissions et les webinaires de BenQ. On en aura un sur la photo de nuit le 20 juillet avec un photographe qui s'appelle Aishi. Et c'est spécialement la nuit à Tokyo avec des éclairages néons assez spéciaux. Il travaille beaucoup sur deux teintes à chaque fois dans ses photos. Et ça, je vous l'annoncerai bientôt. Voilà. En tout cas, merci encore à Johanna, Miss Coolpix, et je vous Merci. souhaite une très bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Voilà, je vais mettre fin au webinaire.